le monde. J'espère que vous êtes tous installés confortablement pour la soirée, pour un bout de soirée. Alors, merci à tous et chacun d'être venus nous rencontrer pour cette soirée des lauréates. Je dois bien donner un indice. Alors, nous en sommes aux éditions de la Tombée à un 4e concours littéraire. Toujours axé, un prix sur la poésie qui s'appelle Prix Louis-Joseph Doucet, j'y reviendrai tantôt, et pour la nouvelle, le prix Régent Olivier. Le premier concours a eu lieu en 76-77 à Repentigny et à Lanoraie, uniquement dans ce segment. Le premier prix était une publication dans un livre-journal. Nous démarrions à ce moment-là. Maintenant, les éditions de la Tombée ont 21 ans, ont pris un peu d'expérience. Et cette année, je dois dire que nous sommes choyés, car on a eu beaucoup d'appui de l'extérieur. D'abord, la moisson a été très belle. De plusieurs dizaines de textes nous sont parvenus. Le choix a été très difficile. Nous avons eu une subvention du député de Berthier-Montcalm, M. Maître Michel Bellumeur. Nous avons eu l'aide technique de la ville de Berthierville, dont M. Rousseau et M. le maire sont ici présents ce soir, M. Fernand Giroux, qui nous ont offert les photocopies pour les textes des gagnantes et qui ont en plus offert la réception civique que vous avez ce soir. Alors, j'aimerais parler un peu de la région de la Naudière, puisque le concours s'adressait à tous les auteurs, au masculin comme au féminin, qui avaient 14 ans et plus. Ça, c'était une nouveauté, parce que d'habitude, nous n'avions que des 18 ans et plus. Et la surprise a été grande, d'ailleurs. Dans la Naudière, c'est une région très vaste, mais c'est une pépinière choyée pour les écrivains. Je mentionnerai ici M. Louis-Joseph Doucet, natif de Lanoraie, M. Léopold Desrosiers, le poète qui a vécu à Sainte-Geneviève-de-Berthier, c'est-à-dire tout près d'ici, Rina Lanier, qui a été plusieurs années à Joliette et qui a laissé sa marque. Maintenant, parmi les plus modernes, nous avons M. Jean-Louis Lescouarnec de Lanoraie. Il y a eu Régent Ducharme, qui n'est pas à négliger non plus, qui était à l'île Saint-Ignace ou à l'île du Pas, je ne sais trop. Et M. Jean-Paul Daou, qui demeure et écrit dans la région de la Naudière, à Sainte-Mélanie, encore actuellement. Alors, pour faire une historique bref, je m'en limiterai à ceci et nous évoluerons au courant de la soirée avec les lauréates, qui seront aussi appelés à lire un extrait de leur texte, malgré leur nervosité. Alors, je demanderai à M. le maire Fernand Giroux de venir nous adresser la parole, s'il veut bien. Un concours littéraire, c'est toujours un sujet intéressant pour une municipalité, et surtout lorsqu'il s'adresse à la Naudière. On est favorisé d'habiter cette belle région qu'est la nôtre. Alors, bien sûr, mes premiers mots seront d'abord pour remercier Michel Delaplante et Louis-Marie Kimpton. Louis, je vous inviterai en avant, s'il vous plaît, de s'occuper de ce concours littéraire, ce 4e concours. Dans le domaine de la culture, la ville de Berthierville s'occupe déjà, comme vous le savez, de la chapelle des Culs-de-Berre et aussi de vernissage, d'exposition de peinture qui se fait ici à l'Hôtel de Ville et à la chapelle des Culs-de-Berre. Alors, en tant que maire de Berthierville, au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir à ce grand dévoilement, à voir ces auteurs. J'y reviendrai tantôt. Je vais m'excuser, tantôt je dois partir. C'est notre réunion de MRC, la MRC de Dautré. Mais je vais demeurer un petit peu encore avec vous et je reviendrai vers la fin de votre soirée. Alors, bonne soirée. Je félicite d'avance les gagnantes et je vous remercie encore, M. Kimpton et Mme Delaplante, de mettre du temps à la beauté et à la culture. Merci. J'inviterai maintenant Mme Marie-Berthe Lannoy à venir nous adresser la parole. Elle représente le député de Berthier-Montcalm,
qui a dû s'absenter pour des raisons politiques ce soir. Madame Marie-Berthe Lanoir aussi est déjà une artisane de fléché très renommée dans la région de la Naudière. Elle a fait plus que ses preuves, alors je lui laisse la parole. Merci, Madame de la Plante. Alors, c'est une grande joie pour moi de venir représenter M. Bellemeur ce soir. Il est absent parce qu'il est déjà au travail pour préparer la prochaine session à Ottawa. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il a soutenu l'œuvre des éditions de la Tombée. On regarde ça à tous les ans et moi, je n'arrive pas à ne pas me surprendre d'une fois à l'autre des gestes qui sont posés par les éditions et de ce qu'elles produisent au niveau de la créativité en incitant les gens à écrire et à participer à un concours tel qu'ils le font là. Même moi, je suis surprise que M. Giroux n'ait pas peur de se faire voler ça, parce que avoir quelque chose d'aussi prestigieux là, ici à Berthierville, et que, en tout cas, c'est encore parmi les secrets bien gardés. J'imagine que le jour où l'Assomption s'apercevra de l'œuvre énorme que font les éditions, ou que Joliette, ou que d'autres lieux qui ont chez eux des écrivains connus ou qui ont été connus, inviteront sûrement les éditions à venir partager avec eux le résultat de ces concours-là. Alors, on vous félicite de tout cœur, de toute l'ardeur que vous y mettez, et puis les succès que vous récoltez, vous les méritez. Une bonne soirée. Maintenant, nous passons à la première lauréate en poésie. Elle a 14 ans. Elle a un talent assez extraordinaire et une grande maturité que nous avons décelé. Alors, pour lui présenter le prix Louis-Joseph Doucet, j'ai demandé à Mme Angéline Doucet-Nadeau, la fille du poète, à venir offrir à Christine son prix. Oui, merci. Puis je vous offre un livre de poésie et de prose aussi. Merci beaucoup. Christine sera appelée tout à l'heure à lire un de ses poèmes. On pourra juger mieux de la grande qualité de ses textes pour une jeune fille de 14 ans. Alors, j'ai oublié de mentionner qui était le poète Louis-Joseph Doucet, pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas très bien. Il s'agit d'un poète natif de la Noraie qui a publié plus de 30 recueils de poèmes. Il a été écrivain, disons, rattaché comme travail au ministère de l'Instruction publique, mais il écrivait les discours du premier ministre à l'époque. Alors, ce n'était pas n'importe qui. Et nous saluons dans la salle aussi la présence de la petite fille de Louis-Joseph Doucet, Mme Lorraine Desjarlais. J'inviterai maintenant M. Régent Olivier à venir remettre le premier prix de la nouvelle à Aïcha Vandun de l'Assomption. Je remercie M. Régent Olivier qui a décidé par lui-même d'offrir tous ces beaux livres aux lauréates et comme prix de présence aussi. J'inviterai Mme Marie Côté, membre du jury et résidente de Saint-Gabriel de Brandon, à venir offrir un certificat de reconnaissance à Mlle Amélie Hull de Sainte-Élisabeth. Il s'agit d'un certificat, c'est le prix des éditions de la Tombée. Mademoiselle Hull est arrivée bonne deuxième au prix de la nouvelle. Et comme son travail était exceptionnel, nous avons voulu la récompenser avec un certificat. Maintenant, les lauréates à venir lire un extrait de leur texte. Je commencerai par Christine Périgny. Ça veut bien lire un de ses poèmes. Le jour et la nuit. Lors du soleil levant,
Une brise s'éveille, s'abandonnant au large des vastes océans. Les larmes mielleuses gisent sur les pétales de rose et abreuvent les fraises abeilles dorées. Les eaux de perles pionçent sur les brindilles d'herbe. Les cigales s'y baignent. Les percées lumineuses palpent nos visages et mettent la mise à nu de leur cœur. De ses feux, l'astre doré gorge les champs de blé, se penche sur les branches du droit peuplier, caresse une fleur de pommier, fait bâler les fleurs purpurines, nourrit le fruit mûrissant, chatouille la corolle d'un lustre de perfection et éveille nos âmes. Il ruisselle des souvenirs de jeunesse. Il est source des plus beaux sourires. Tendrement, le ciel se couvre d'étoffes saignantes touchant les horizons lointains. Ainsi vint la nuit, éternel voile bleuté, où voguent les teintes de liberté, sombrant vers l'infinité. Et derrière, le soleil s'évanouit, remerciant à la veilleuse, les lucioles brillent en hymne à sa compagnie. Le ciel céleste, constellé de billes scintillantes, échappe une perle argentée, puis, maintenant, 2, 3, 4, incomptables désormais. Elles effleurent toute la courbe du firmament pour enfin rejoindre la tanière de Phébus. Andun à venir lire un extrait de son texte, Le Testament. Précisons qu'Aïcha a été récompensée aussi pour l'ensemble de l'œuvre soumise. Avant de commencer à lire, je voudrais remercier tous ceux qui sont à l'origine du concours. C'est formidable. Quand on commence à écrire, ça donne confiance. Je pense que c'est vraiment ça. Dans tous les domaines, je pense que quand on débute, on a besoin de se faire rassurer un peu puis de se faire encourager. Puis c'est ce que vous faites, puis c'est formidable, ça fonctionne. Merci. Alors, merci beaucoup. Et puis, je dois dire aussi que ces nouvelles-là ont été écrites... ça fait partie d'un recueil qui va s'appeler « Jamais tu ne m'avais dit ». C'est un recueil qui porte sur les relations intergénérationnelles au sein de la famille. Et puis, je vais vous lire 2 extraits un petit peu plus courts pour le début puis la fin de la nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui fait quand même plusieurs pages pour vous donner une petite idée. Alors, je pense que je vais suivre mon texte parce que j'ai des notes, là. Alors, le titre, c'est « Le Testament ». Et vous allez devoir faire un petit travail supplémentaire parce que le narrateur est un homme. Et comme j'ai une voix de femme, ça va peut-être compliquer un peu les choses pour vous. À essayer de transposer, je vais essayer de prendre une voix masculine. Je vais garder ma voix quand même. Alors, le testament. J'étais encore célibataire à l'époque où l'avion qui transportait ma mère au Maroc s'est écrasé dans la Méditerranée. Je venais alors tout juste de terminer mes études de dentiste à Montréal et m'étais installée dans un appartement à Lagardère, en banlieue, espérant m'y bâtir rapidement une clientèle respectable. J'ai appris la terrible nouvelle au téléphone, le 25 février au matin. À l'étrangère qui m'offrait ses sympathies au nom de tous les employés du groupe Air Maroc, je n'ai fait aucun commentaire, n'ai posé aucune question. D'ailleurs, je crois bien n'avoir jamais cherché à savoir comment l'accident s'était réellement produit, même dans les jours qui suivirent la tragédie. La brève explication de la compagnie marocaine au sujet d'une défaillance mécanique dans le moteur de leur avion m'a suffi dès le départ, comme si maman était destinée à mourir ainsi, loin de moi, à la fois seule et inaccessible. Non, je n'avais rien à répondre à la dame au téléphone. J'aurais simplement aimé qu'elle m'adresse quelques mots en son nom personnel. Après avoir raccroché le combiné, je me suis assis à la table de chevet qui me servait alors de table de cuisine. Dehors, tout était blanc. Pendant la nuit, le ciel avait déchargé la plus importante cargaison de neige de la saison. À travers la fenêtre carrée donnant sur la cour arrière de l'immeuble, j'ai regardé jouer les deux petits garçons de Madame Letourneau, ma voisine de palier. Surexcités par la neige, les gamins tardaient à prendre le chemin de l'école. J'aimais les couleurs vives de leurs habits, le rouge transparent de leurs joues lisses, le contraste entre toutes ces couleurs et l'éclat de la neige dans le clair soleil du matin. J'imaginais qu'ils faisaient des plans pour le nouveau fort qu'ils construiraient ensemble au retour de l'école ou qu'ils préparaient quelques mauvais coups à jouer en chemin à une fillette du quartier. C'est en observant ces 2 petits frères, si heureux, si complètement complices, que je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré fort et longtemps, le front appuyé sur la vitre givrée. Madame Letourneau est sortie pour dégager l'escalier en colimaçon.
Les enfants ont quitté la cour en riant et une petite mésange est venue sautiller tout près de moi sur le rebord de la fenêtre. Une phrase de Monique Proulx m'est revenue et je me la suis répétée intérieurement maintes et maintes fois comme une plainte. La vie, quand on est fort, on sait que c'est une route qu'on est tout seul à suivre, même s'il y a l'amour, même s'il y a les gens debout comme des haltes qui nous retiennent le cœur. Ce matin-là, j'ai décidé de tout faire pour accepter rapidement la mort de ma mère. Je savais qu'il me serait impossible de la retrouver, ne serait-ce qu'un instant, pour humer une dernière fois l'odeur délicieuse de ses mains, cette odeur d'eau chlorée qui la suivait partout depuis qu'elle avait travaillé dans un restaurant. Désormais, j'étais seule. Un homme parmi tant d'autres, un marcheur désorienté par la disparition soudaine du pas qui l'avait toujours discrètement accompagné. Alors, je vais sauter tout un bout où le personnage principal se rend à l'appartement de sa mère pour faire tout ce qu'il y a à faire quand on perd un être cher. Et puis, c'est là qu'il va découvrir une enveloppe sur laquelle est inscrit le mot « testament ». Il s'agit du testament de sa mère. Et ça ramène le personnage à toutes sortes de moments de son enfance que je vais devoir passer, mais qui vont expliquer certains des comportements de sa mère qui étaient restés un peu mystérieux de son enfance. Et puis, finalement, après la mort de sa mère, il va faire chanter une messe à son intention dans le village où elle allait régulièrement à l'église, par respect pour sa mère. Et puis, c'est là où j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est qu'en ouvrant le testament, il apprend qu'il a toujours un frère trisomique qui était caché donc par sa mère. Puis j'ai passé aussi le fait que le père est absent aussi. Et puis donc il découvre pour la première fois qu'il a un frère trisomique. Et puis voilà, ça va être le passage que je vais vous lire, c'est la rencontre avec ce frère-là et puis la suite de la nouvelle. Donc, la rencontre se passe à l'église où il a fait chanter la messe. Après la messe, l'église est vide et puis il rencontre son frère pour la première fois. Intimidée par la physionomie de Jean-Pierre, qui me scrutait de la tête aux pieds en riant, je suis restée muet un moment. Puis, prenant mon courage à deux mains, j'ai dit à son éducatrice, « Bonjour, vous avez peut-être entendu parler de moi. Je suis François Vallée, le fils de Laurette Desaulniers, le frère de Jean-Pierre. Vous savez, j'aurais aimé me manifester plus tôt, mais je me suis arrêtée là, incapable de mentir. La jeune femme a souri pour me montrer qu'elle comprenait, puis m'a invitée à m'adresser directement à Jean-Pierre, mais je m'en sentais incapable. À présent, nous étions tous les trois seuls dans l'église. Jean-Pierre avait subitement cessé de rire. Les bras croisés, les yeux rivés sur le plancher, il se balançait nerveusement d'une jambe à l'autre. Ressentait-il le malaise profond dont j'étais victime? Je m'en sentais lourd, pesant. J'avais l'impression que mon corps était attiré malgré lui vers le bas, oui, vers cet endroit encore inconnu de moi et qui me semblait bien être le centre du monde. Je me suis tournée vers Justine qui souriait toujours, et peu à peu, je me suis laissée apaiser par son regard candide, par le mouvement gracieux de ses mains dans les cheveux roux de mon frère. Ensemble, nous avons marché vers la sortie. En voyant les quelques lampions qui brûlaient près du bénitier, Jean-Pierre a recommencé à rire. Alors, pour la première fois depuis l'accident d'avion, je me suis sentie heureux. Justine et moi n'avons pas hésité. Nous avons aidé Jean-Pierre à allumer toutes les bougies qu'il désirait. Excité par les petites lumières, celui-ci s'est mis à applaudir de toutes ses forces. Et moi, devant une telle joie, j'ai enfin trouvé la force de lui dire « Je m'appelle François et je suis ton frère. Tu peux compter sur moi. » De nouveau, comme par miracle, mon frère a applaudi. Les mois qui suivirent la mort de ma mère furent les plus beaux de ma vie. Grâce au conseil de Justine, j'apprenais à apprivoiser Jean-Pierre, mais aussi à cesser de chercher, dans son faciès rond, dans ses yeux bridés et ses mains atrophiées, une quelconque ressemblance avec notre mère. Grâce à lui, nous pouvions nous rapprocher, Justine et moi. Il prenait un plaisir fou à nous taquiner, dessinait des scènes où nous apparaissions au milieu des cœurs et des baisers, embrassait sauvagement la main de Justine, puis la mienne. Cela fait 16 ans que maman est morte. Ce sera bientôt mon tour.
Le docteur Chiquan a dit de mon cancer qu'il avait atteint son rythme de croisière. Je n'ai rien dit à Justine. Si elle savait, malgré notre rupture difficile il y a 5 ans, elle serait aux petits soins avec moi. Je n'ai pas voulu. Ici, le soleil miroite sur la mer. On ne dirait jamais que l'hiver va commencer. C'est au large que l'avion s'est écrasé. Je tenais à ce que ce soit ici. J'ai laissé l'enveloppe avec mon testament à la réception de l'hôtel. Je lègue tout ce que je possède en part égale à mon frère Jean-Pierre et à Justine. Tétouan, Maroc, le 3 novembre 2013. La terre a tremblé ce matin. Dans l'eau, on doit sentir les vibrations avec plus de force encore. Maintenant, Amélie Hull à lire un extrait de son texte. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Donc, vous l'avez certainement deviné, ma nouvelle parle de Nelligan. L'histoire commence quand une jeune fille découvre un manuscrit de Nelligan, donc un recueil de ses poésies. Puis, elle en devient complètement folle, puis elle fait tout ce qu'elle peut pour en apprendre le plus possible sur ce poète. Donc, un jour, elle apprend l'existence d'un enseignant de littérature, M. Nantin. Donc, c'est lui qui va pouvoir l'aider dans ses recherches, puis il va beaucoup y en parler parce qu'il a fait beaucoup de recherches sur le poète. Puis, finalement, à la fin de leur rencontre, M. Nantin décide d'amener Émilie, la jeune fille en question, à un parc que Nelligan fréquentait souvent. Donc, je vais vous lire à peu près à partir de là. Bref, l'après-midi tirait à sa fin lorsque M. Nantin consulta la pendule. Comme l'heure du repas approchait, il m'invita à découvrir ses talents de cuisinier. M. Nantin s'avéra en effet un hôte sans égal. Nous poursuivâmes donc notre conversation autour d'un véritable festin. À la fin du repas, il me proposait la visite d'un des lieux favoris de Nelligan, un parc non loin de là. En nous y rendant, quelques minutes plus tard, M. Nantin me confia que cette heure de repos du poète avait également été source d'inspiration pour un grand nombre de ses œuvres. Le jour déclinait lorsque nous y arrivâmes. Le soleil couchant jouait en travers du feuillage des arbres touffus et tachetait la pelouse de lumière et d'ombre. La tranquillité du parc se reflétait dans l'orangé du ciel. Seule une légère brise et le gazouillis de quelques oiseaux troublaient le silence quasi tangible qui y régnait. Garant sa voiture à l'entrée du parc, M. Nantin préféra y demeurer afin de me laisser visiter les lieux. J'avançai lentement, respirant en plein poumon l'air pur et frais de ce crépuscule doux. Il y avait un banc au centre du parc. Un vieil homme y était assis, les mains jointes. Je m'y dirigeai. Puis-je m'asseoir, lui demandai-je. Il leva alors vers moi un regard d'où émanait une tristesse que je n'oublierai jamais. Un regard profond qui traduisait une souffrance indescriptible. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, pensai-je. Oh mon Dieu, serait-ce possible? L'homme, comme s'il avait suivi le cours de ma pensée. Hélas, oui, mon enfant. Il y a si longtemps qu'on m'a emmuré vivant dans ce lieu glacial, qu'on m'a volé mon âme, ma pensée, que j'y ai trouvé la mort. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Voici ce qu'est le spasme de vivre, mon enfant, vois. C'était bien lui. Devant moi se tenait le héros mythique de ma jeunesse, celui qui, par ses vers et sa plume, avait dès le premier instant su m'ensorceler. N'en croyant pas mes yeux, je murmurai timidement. « Monsieur Nelligan, c'est bien vous, n'est-ce pas? » L'homme baissa les yeux et secoua la tête en signe d'assentiment. Je vais vous lire la fin. Et c'est depuis ce fameux soir d'août qu'à chaque coucher de soleil, je retrouve Nelligan. Son âme m'attend sur ce même banc. Et il me semble qu'à chaque jour, un peu de sa vieillesse s'envole lorsqu'il me sourit. À chaque crépuscule, sur un petit banc de parc, les vers de Nelligan me transportent vers un monde dont seules les âmes de poètes possèdent les clés. C'est ce que Nelligan appelle le paradis. Et maintenant, veuillez m'excuser, car le soleil décline et la muse m'attend. C'est l'opération jeunesse dans ce concours littéraire-ci. Nous avons 3 lauréates en bas de 30 ans, ce qui est quand même énorme pour la moisson littéraire de la région. Maintenant, j'aimerais présenter les membres du jury. J'aimerais préciser aussi que même si il pourrait y avoir à penser que ça a été arrangé, disons, tout a été fait dans l'anonymat. J'ai moi-même accueilli les textes, j'ai enlevé les noms, les lieux de résidence, il ne restait que le titre et le texte lui-même.
Alors, celles qui ont été choisies lauréates l'ont vraiment été en connaissance de cause pour la qualité littéraire de leur texte. Alors, je nommerai M. Régent Olivier. Tu peux rester ici, Régent? Madame Marie Côté. Monsieur Louis-Marie Kimpton. Est-ce que Marie Côté pourrait nous dire quelques mots au nom du jury? Veux-tu nous parler de ton expérience? Ah, ben oui, ça me fait plaisir. Alors, il paraît qu'il faut que je m'approche. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Et Michel de la Plante m'a donné cette opportunité de lire les poésies et de faire un choix. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai apprécié grandement qu'elle me permette de faire cette expérience parce que moi aussi, j'écris, puis j'adore l'écriture. Et j'étais vraiment époustouflée de voir que ces jeunes personnes avaient autant de talent dans l'écriture. Moi, j'y suis venue beaucoup plus tard. Ça, c'est chacun sa route. Mais de voir que ces jeunes personnes-là avaient autant d'idées et de qualité d'écriture aussi, c'était vraiment merveilleux. Alors, je remercie beaucoup Michel de la Plante et Louis-Marie parce qu'ils m'ont donné cette chance-là de pouvoir être là, participer au concours et faire mon choix. Et je te remercie beaucoup, Marie. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, Christine Périgny, lauréate du 4e concours Lanaudière, poésie. D'abord, félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire de la poésie? Bien, ça m'a toujours un peu intéressée. Puis c'est surtout grâce à notre professeur de français là, qui nous avait incité à écrire puis elle nous a incité à participer au concours. Puis c'est ça qui a fait que j'ai écrit, puis ça a donné quelque chose, puis je suis fière, là. Je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que tu as commencé à écrire ou bien c'est nouveau pour toi? Bien, c'est un peu nouveau, je dirais. Bien, ça arrivait de temps en temps, là, à l'occasion, mais c'est le premier vrai texte que j'ai écrit, là. Ma première vraie réalisation, là. Écrire des textes de poésie, parce que quoi, pour toi, ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu écris un texte? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, de dire aux gens? Bien, c'est mes émotions. Si j'ai un message à faire passer, je vais le faire passer. S'il y a de la colère, ça va sortir en colère. Si c'est de la joie, c'est ça que ça va sortir. C'est ce que je pense, les émotions, des choses comme ça. Tu as l'intention de continuer dans cette veine? Oui, j'aimerais ça. Si c'est possible, là, je vais essayer d'écrire encore. Bien, en tout cas, je vais écrire encore, je suis certaine. Est-ce que tu envisages également le roman, la nouvelle, ces choses-là? Ah, ça, on ne sait jamais. Ce serait peut-être quelque chose à essayer, là. Oui, peut-être. Vous êtes présentement étudiant? Oui, au Collège de l'Assomption. Et en quoi, en littérature? Non. Je fais mon 3e secondaire. J'ai pas de branche spécifique là, pour le moment. Alors, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Félicitations et continue dans cette veine. C'est de beaux textes. C'est moi qui vous remercie.